Yofi. Bonsoir à toutes et à tous. On est content, on se retrouve. On est en direct de Yerushalayim avec le Rav Ben Shushan pour nous parler toujours des textes du Rav Kook. Et tu veux aborder le problème de l'unité. On en a déjà parlé ensemble, mais tu parles de la réussite de la nation. Il faut qu'il y ait une complémentarité entre les communautés ashkénazes et séfarades. Bechavod. En effet, quand on parle d'Ashkenaz, Ashkana et Sfarad, ce n'est pas spécialement, c'est les plus connus, mais il en est de même concernant toutes les communautés. Donc, on y va. Donc, c'est pris du livre Marie Aria, la page 45. Le texte s'appelle Les Shnei Baté Israël, qui veut dire les deux maisons d'Israël. Et il va essayer de définir le caractère spécifique de ces deux communautés. C'est-à-dire notre renaissance nationale qui va en se développant de plus en plus aujourd'hui à nos yeux en Eretz Israël. Doit prendre en compte toutes les valeurs de notre vie. On ne peut pas concevoir une véritable renaissance tant qu'elle prend en compte seulement une des parties des valeurs de notre peuple et pas toutes les valeurs ensemble. Elle doit prendre en compte toutes les différentes couches de la nation et de plus toutes les valeurs de notre vie. Donc on vient maintenant évaluer les valeurs essentielles de notre nation, et c'est le Kodesh et le Chol, ce qu'on traduit plus ou moins bien en français, le saint et le laïque. Peu importe quelles sont nos tendances, droite ou gauche, on ne peut pas se dérober de mettre en évidence ces deux éléments qui sont si importants dans les valeurs de notre vie nationale. C'est-à-dire en construisant une harmonie totale entre le saint et le laïque. Les deux sont nécessaires pour notre renaissance nationale. Atria Leumit, chez l'Archav, la renaissance nationale actuelle, mais spécialement l'accent sur l'aspect laïque de notre vie nationale. C'est-à-dire, au tout début du sionisme, évidemment, ce qui était nécessaire, c'est d'édifier les aspects concrets, matériels, les structures nationales, etc. Donc, tout l'accent a été mis sur cela. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de négatif. Et d'autre part, il ne fait aucun doute tant que l'aspect Kodesh, la valeur Kodesh de notre vie nationale n'apparaîtra pas dans la renaissance nationale, dans toute sa vigueur, elle a notre triomphite. Alors on ne peut pas parler de renaissance qui nous est propre. C'est ce qui caractérise la renaissance du peuple d'Israël, sans aucun doute, c'est la mise en évidence de sa dimension sainte, étant nous le peuple saint parmi les autres nations. Alors on pourra parler de véritable triage lema, de renaissance parfaite. Tant qu'on en est seulement à la mise en place des structures matérielles, économiques, militaires, etc., c'est très important, mais encore, on ne peut pas parler de la renaissance propre du peuple d'Israël. Et puisqu'il est évident que nous sommes amenés en fin de compte à arriver à une renaissance nationale totale et parfaite, nous sommes obligés d'éveiller la renaissance de la sainteté. C'est-à-dire, on ne peut pas attendre que ce soit les dirigeants sionistes de l'époque, même actuels, qui déclenchent ça, ce n'est pas exactement leur point fort. Donc nous, qui sommes les religieux, les étudiants de la Torah, les traditionnalistes, il y a un micro qui est ouvert, qui dérange, il faudrait le fermer. Notre rôle,
et de nous adonner à la renaissance de la sainteté de l'aspect du peuple d'Israël. Yohanatan Imsakan, celui qui a son micro ouvert le ferme, ça dérange énormément, s'il vous plaît. Vérifiez vos micros. Je n'ai pas de shlita. J'espère qu'il va comprendre. C'est Yehudit. Yehudit, tu crois, let's go? Toda. Merci. Alpi otam adrachim. Shitnoa triya mitoreret ou mistaderet aliadam. Donc, selon les mêmes moyens que le mouvement de la Renaissance est censé s'éveiller, avec toute l'énergie que cela nécessite, qui a été fait jusqu'à présent, et bien nous aussi, nous devons aujourd'hui nous investir pour mettre en évidence l'âme de notre Renaissance nationale, sans quoi on ne pourra pas véritablement parler de Renaissance nationale israélienne. Dans la même mesure, et pas faire ça de manière fainéante, tout doucement, mais il faut y investir toutes les forces, toute la technologie, tout le modernisme pour faire apparaître la dimension sainte du peuple d'Israël. Ce n'est qu'alors qu'on pourra véritablement parler de l'aboutissement, de l'apothéose même de la Renaissance nationale du peuple d'Israël. Maintenant, quand on s'adonne à cette œuvre d'éveiller l'aspect saint de notre Renaissance nationale, donc là, ça nous amène à évaluer les deux maisons essentielles, les plus grandes, qui construisent la nation. C'est-à-dire les deux communautés essentielles. Comme j'ai dit précédemment, il y en a d'autres, il y a les Thémanim, il y a les Éthiopiens, il y a les Ivoiriens, toutes sortes de communautés, même du Pérou, etc. Mais les deux grosses masses essentielles qui constituent la nation d'Israël aujourd'hui, surtout à l'époque du Rav Kook, il n'y avait pas tellement d'autres, c'est les Ashkenazim et les Sfaradim. Chez Chayem, Inam Kol Tipoussim, qui ont une vie ici particulière, c'est-à-dire si typique, Kol Bait Bagdarato, chacune des maisons selon sa définition, pour Barthelon Busha, dans notre terre sainte, et ben on peut parler des Ashkenazim et des Sfaradim. C'est-à-dire, si on considère la Renaissance nationale dans ses aspects matériels, bon, il n'y a aucune différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Il faut aussi bien des trains pour les Ashkenazim que les Sfaradim, que de systèmes médical ou sécuritaire. Ça, c'est exactement pareil. Arienu Achim Beneam Echad, dans ce plan-là, nous sommes des frères qui constituant un seul peuple. Et tout ce qui touche à la renaissance de notre peuple, la construction de la terre, est près de notre cœur. Bemida Shava, de manière égale, qu'on soit Ashkenaz ou Sfarad. וכשם שהם צריכים להיות קרובים לנו במידה שווה, הספרדים והאשכנזים, ככה יש אפשרות פתיחה לנסח את כל תנועות החיים הלאומיים שלנו במידה שווה לשני בתי ישראל אלה, ועל פיהם תימשכנה הפלוגות הקטנות מהם בייחודם. טוב, יסחפת, on continue. אומנם, מיד שאנו באים לעורר את התחייה הלאומית מצד דרך הקודש שלה. Maintenant, par contre, lorsqu'on est amené à éveiller l'aspect kodesh de la nation, on va voir qu'il y a des démarches d'âme profondes qui ont été enracinées durant de longues époques, avec des racines très très fortes et très profondes, dans des formes et des caractères très différents. C'est-à-dire notre manière de servir Dieu dans le monde ashkénaze et dans le monde sfarade est différent. Et donc, si on veut construire la Renaissance nationale dans son aspect saint, il faut prendre en compte ces deux manières de servir pour amener la nation à ce qu'elle doit être dans son unité. C'est-à-dire des fois on reste stupéfait devant ce phénomène, de voir tellement les différences sont grandes. והשאלה עומדת לפנינו, באיזה אופן נגשים את המהלך של התחייה הלאומית הכללית בערכי הקודש. La question essentielle qui se pose devant nous, de quelle manière allons-nous concrétiser cette démarche
de la Renaissance nationale dans son aspect saint, chez Nikar Lanu, Bechayenu Aklalim, Beret Israël, Imchat Lanet et Kol Lev Margish. Donc ce sujet est censé intéresser tout cœur sensible, le Kol Moach Rochev et Kirbenu, et toute cervelle pensante. Ce qui laisse entendre que pas tout le monde est comme ça. כשם שלא צדקו ולא יצדקו לעולם כל הנוטים כלפי שמאל, המבטלים את הערך של התחייה הלאומית על יסודי הקודש שלה. Il y en a qui sont, je ne sais pas s'il fait allusion tellement aux partis politiques quand il parle de gauche et de droite. À mon avis, c'est plus une allusion à des considérations kabbalistiques. Donc il y a des gens qui, pour eux, l'aspect Kodesh n'a aucune importance dans le peuple d'Israël. On peut reconstruire la nation sans mettre en évidence la dimension de la sainteté du Israël. Donc évidemment qu'ils ont totalement tort. Alors dit le Rav, de la même manière que ceux-ci ont tort, לא צדקו אותם החושבים שבדיבור שפתיים ובהסכמה בעלמא, הננו יכולים להבליע בפעם אחת את כל שינוי הסגנונים. Pas moins ont tort ceux qui pensent qu'avec quelques paroles gentilles et un petit peu de politesse, on peut avaler les différences de style chez Bachia Kodesh, dans la vie de la sainteté, Asher La'amenu, qui est dans notre peuple, chez Roshma Mayoter Gadol, ou Nikar le Meod Be'ele Shnavatim. C'est-à-dire l'impression la plus forte, l'impact le plus fort de ces différences apparaît dans ces deux communautés. Yesodim Israël, qui sont les plus fondamentales dans le peuple d'Israël, Ashkenazim et Sfaradim. L'orak Meriniot Techniot, ce n'est pas seulement des problèmes techniques au niveau du din, que par exemple, je ne sais pas, les Ashkenazes ne gardent que 3 heures entre la viande et le lait, les Sfaradim 6 heures, et toutes sortes de différences au niveau de la halacha. Ce n'est pas seulement technique, mais Olamot Melechaim, c'est des mondes différents, emplis de vie, mais les Hod et Kodesh remplis de splendeur, de sainteté, Yeshkan, c'est de cela qu'il s'agit. Et Betish Tusha Shel Tzura Achat, mais elle est Tzurot Achi Tuviot, Inum Abdin Ron Gadol. Et si on en venait à estomper un des aspects, eh ben on perdrait une richesse extraordinaire du peuple d'Israël. Il est vital pour la véritable renaissance du peuple d'Israël, et en l'occurrence ici la renaissance de l'aspect saint du peuple d'Israël, de bien définir les différences et les comprendre en profondeur et les amener à s'exprimer de manière totale pour la réussite de cette entreprise qui est la renaissance de notre peuple, qui est censée finalement drainer l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Donc sans aucun doute que l'âme et la finalité essentielle de la renaissance nationale est l'aspect saint. Et donc on ne peut pas à la va-vite essayer d'embrouiller les pistes et de dire voilà, c'est pas grave, on se fait la bise, on est tous pareils, on est tous des frères, et construisons quelque chose de parfait ensemble. Non. D'Afka en Eretz Israël, il faut mettre l'accent sur les différences. Je fais là une petite parenthèse, parce qu'il en parle dans Oroth. Il dit qu'en Chutz La'aretz, il y a eu une intention divine d'estomper les différences des 12 tribus pour qu'on puisse survivre. Parce que si chaque tribu aurait dû faire sa guerre toute seule dans sa petite barque dans l'océan en tempête de l'exil, elle aurait succombé. Donc Dieu a fait en sorte qu'ont été estompées les différences des tribus et qu'on garde le dénominateur commun le plus large, l'appartenance au peuple juif. Donc en exil, il n'était pas tellement important de mettre l'accent sur les différences des tribus, ici en l'occurrence les différences des communautés. En revenant en Eretz Israël, où il y a une assurance maintenant de l'éternité du peuple, le temps est arrivé de remettre l'accent sur les différences. Car un véritable shalom, une véritable paix, shalom, la shalom, shlama, se fait par une complémentarité des différences. Donc, Ele Hashinouim, ces différences, chez Bolchot HaChaim, dans la manière de vivre, chez Bashkafat Olam, dans la conception du monde, Al-Pi Yesod Tochen HaKodesh, fondée sur une approche du Kodesh différente. Amegim Pirte Halachot et Minagim, et qui finalement s'exprime par des détails de l'Halachot et des Minagim qui sont différents dans ces deux communautés. Achuzim Emze Bazé, Betsura organite. À vrai dire, ils sont liés l'une à l'autre
de manière organique, c'est-à-dire les deux ensemble constituent un seul organisme qui est la nation d'Israël. C'est-à-dire en adéquation avec l'âme d'Israël, qui les vivifie, Ophanea, ses aspects spécifiques, Galgalea, et les roues qui déclenchent les processus. Charles Mekora, il nous צריכים לשים לב עד אשר ייפתחו לפנינו השבילים של תחייה לאומית כללית. Ça veut dire, nous devons avoir une attention spéciale de comprendre exactement les différences essentielles qu'il y a entre ces deux communautés pour arriver à une véritable renaissance nationale, Makefet el Israël, qui englobe toute la maison d'Israël, Mitzad Arachim Shel Chaya Kodesh, prenant en compte les valeurs différentes de la vie de la sainteté d'Israël. Mi Beli Likanes Ba'asharot, sans vouloir entrer dans des évaluations approximatives. Chez Nifre Atolada, des chemins perpétueux de l'histoire, car ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir les choses les plus claires, ou mamashim et les plus concrets. Et il y a des choses bien plus profonds, c'est-à-dire on en perd vue, on n'arrive pas à cerner le problème. Donc essayons déjà de saisir les différences d'esprit les plus proches, chez Rishumehem, dont leur impact sont visibles dans notre vie. Ce qu'on peut du moins saisir, en analysant la littérature sainte qui a été écrite par ces deux communautés, on peut faire le point et comprendre les aspects différents de ces communautés. Arucha Lefenenu, Bedorot, qui se trouve devant nous, c'est dans notre bibliothèque qu'on ramène avec nous en Eretz Israël aujourd'hui, Bedorot Okol Kardoumim, שמהם יכולים אנו לבוא להרשים במידה ידועה את התכונות האופייניות המיוחדות של שני בתינו הגדולים הללו. C'est-à-dire en analysant les textes des Talmidei Chachamim qu'on a aujourd'hui en main depuis des centenaires jusqu'à ces dernières décennies, provenant de l'Europe et provenant des pays arabes, disons, on peut comprendre les mentalités différentes qui ont emmené à de telles explications, de telles analyses du Talmud, de telles manières de trancher la halakha, de tels minagim, etc., qui proviennent de, on va dire, de personnalités différentes. Chez la Chenu Sfaradim, Ashkenazim, de nos frères Sfaradim et Ashkenaz. מתוך השקפות כאלו יכולים אנחנו גם כן לבוא לכלל איזה קירוב במה שנוגע לפתרון של השאלה על דבר הקפת התחייה הכוללת בערכה המקודש בחיים העולמיים. C'est-à-dire une fois qu'on aura fait ce travail sérieux d'analyse de ces textes, on pourra plus ou moins comprendre les différences de personnalité et de nous efforcer de les amener à s'exprimer de manière totale dans notre renaissance nationale. Alors là, il va commencer à faire l'analyse. Depuis l'époque où le Talmud a été, on va dire, conclu, et c'est tout un protocole de quelques centaines d'années, finalement, tout a été conclu, tout a été rentré dans le protocole du Talmud Babli, ou Bifrat Misha'a Shenit Parsem Israël, et depuis qu'il a été publié dans le peuple d'Israël, et Torah Sefer HaYechidi, qui réalise en fait le livre unique par excellence qui compile, on va dire, tout le judaïsme, dans lesquels les valeurs de la vie, aussi bien de l'individu que du collectif, de la nation, Midbarim et Lador, sont explicitées par ce livre, et sont mis en expression tous les différents caractères de la nation. על סגנון התקבלותו בתוכה בתוך הספר הנושא עליו את האחריות של תמימות החיים. C'est le livre en fait qui a la responsabilité de la totalité de la vie nationale de notre nation. בשתי צורות מחולפות. Et voilà que ceci apparaît de deux manières différentes quand c'est étudié et expliqué par les Ashkenazim et étudié et expliqué par les Sfaradim.
Kifi Machene Nourot, comme on peut le constater. שבמשך הזמן הסתגלה יהדות אשכנזית לצורה אחת, ויהדות הספרדית לצורה שנייה. On peut voir qu'à travers toutes les générations, le judaïsme ashkénaze a pris une certaine optique, une certaine démarche dans la lecture et l'explication du Talmud, la manière de l'étudier, de l'expliquer, de le transmettre, et les Sfaradim d'une autre manière. Et là, il va mettre en évidence les deux différences. Et Tatsurot alalu muchachim anu letzayanam beshemot. Alors, on va commencer à donner des termes adéquats. Atsura bikortit, vatsura pilpulit. La forme critique et la forme pilpulite qui est déduction, induction, innovation, etc. Pour anticiper déjà, bikortit c'est les Sfaradim, pilpulite c'est les Ashkenazim. À Talmud, Efsharlo le'asot lekli shimush la'uma. C'est un outil pour la nation. Bechol alichot chayea klalim. Et on peut s'en servir, l'expliquer de ces deux manières, et les deux sont légitimes et les deux sont nécessaires. Mais qu'il soit bien clair, elles sont différentes. Et de ce fait même, ça engendre des différences au niveau des détails ilchatim, au niveau des minagim, au niveau de la manière d'expliquer, etc. C'est ce que je viens de dire. Le Talmud est un livre qui fait quelques dizaines de tomes, comprend en lui l'aspect ilchatique, c'est-à-dire quoi faire avec nos membres, et l'aspect agadi, qui veut dire quoi penser, quoi ressentir. Et c'est les deux manières de servir Dieu, car nous ne sommes pas des orthopractes, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains, et donc nous devons servir Dieu avec tous les aspects des forces de notre âme. Donc aussi bien au niveau de l'action corporelle, que des sentiments, que de la pensée juive, que de l'imagination. Dans tous ces domaines de notre personnalité, nous devons servir Dieu. Donc le Talmud Babli, il s'appelle Babli ou Baloul, c'est-à-dire c'est un mélange dans lequel tous les aspects sont mis en évidence. Ashir Gadol, c'est quelque chose de très très riche. C'est une des œuvres les plus riches qui a jamais été écrite dans l'humanité entière. Sefer Maleh Hamon Shitot, c'est un livre rempli d'une infinité d'opinions, et des notes différentes, et qui traitent de tous les domaines de la vie. Donc il est nécessaire que finalement on en arrive à élaborer, parce que c'est une matière première, on va dire, le Talmud. Après, on doit de ça sortir des directives, quoi faire, quoi penser, quoi ressentir, etc. Car n'oublions pas, le Talmud, c'est plus ou moins le protocole de toutes les discussions qui ont eu lieu au Beth Midrash pendant environ 400 ans. Ils sont venus Abaye et Rabat, ils ont tout résumé. Mais après qu'il y a ce protocole, maintenant il faut commencer à mettre de l'ordre. De quelle manière on arrivait à en retirer les conclusions? Et comment faire aussi pour amener cette richesse des différentes opinions et essayer tant bien que mal de trouver un dénominateur commun pour donner une directive unique à la nation. À cette fin, alors on peut se servir de ces deux forces qu'on vient de dire précédemment, la force critique et la force du pilpoul. בכוח הביקורת ובכוח הפלפול. וכל אחד מאלה שני הכוחות צריך הוא עבודה רבה. Ces deux forces nécessitent énormément d'énergie et d'investissement, de travail, de kisharon et d'atout, gadol vatsum, grandiose, עד אשר תשתכלל פעולתו, pour arriver finalement à un travail fini, élaboré, comme il se doit,
pour le peuple d'Israël. Et maintenant, il va expliquer un peu plus que ce que veut dire Bikoret, qui relate plutôt les Sfaradim, et Pilpul, qui relate plutôt les Ashkenazim. Koach HaBikoret, tzarich hu lishkeda gdola. La force critique nécessite un investissement très, très, très grand. Et Bikiut Roderet, une connaissance très, très profonde, ça veut dire très large, de connaître parfaitement tout le Talmud, et Sechel Rachav, un intellectualisme très, très large, ou les Pashtanut Yeshara, et ce qu'on appelle un common sense. C'est une lecture droite, sans complication, directement comprendre, on va dire, le message essentiel du texte. Et c'est ça ce qui est, disons, qui caractérise les Sfaradim, Sadranut Kevura. Sadranut, c'est dit, se met de l'ordre. Mettre de l'ordre. Catégoriser. Parce que si, par exemple, on veut écrire un livre qui donne des directives ilchatiyot, alors supposons qu'on veut enseigner Ilchot Shabbat. Mais où se trouve Ilchot Shabbat dans le Talmud? Partout. C'est dispersé dans tout le Talmud. Et si on va attendre que tu dis tout le Talmud pour savoir quoi faire Shabbat, ben, tu vas attendre de mourir 10 fois. Donc, sont venus des premiers qui ont commencé à compiler le Talmud selon les thèmes. Alors, un des premiers, par exemple, c'est le Rambam, qui a compilé selon les thèmes. Donc, il scanne tout le Talmud, il recherche tous les sugyot qui parlent de Shabbat, et il commence à mettre de l'ordre. Après, il passe tout le Talmud, tous les sugyot qui parlent, je ne sais pas, de Ilchot Nida, hop, canal. Et ainsi de suite. Ben, sachez, par exemple, le Rambam, ça lui a pris pas moins que 10 ans pour faire ce travail. 10 ans, il n'a pas bougé de sa chaise pour passer sur tout le Talmud, mettre de l'ordre et construire ça par catégorie, donner des introductions, parce que dans la Gemara, il n'y a pas de principe, il n'y a que des exemples. On te raconte une histoire. Voilà qu'il y a un taureau qui a encorné une vache et qui doit payer, etc. Et on te donne la halachot. Mais on ne t'explique pas le principe de base. C'est à toi de sortir de l'exemple le principe de base. L'étudiant, c'est son rôle. Bien, le Rambam nous facilite la tâche. Alors, quand il va enseigner, par exemple, les halachot concernant les dommages, il va d'abord, avant tout, donner une introduction qui explique exactement le principe de base. Et d'où c'est le Rambam. Eh bien, le Rambam a étudié tout le chasse, a étudié tous les tsugiot qui traitent de ce sujet. Il en est arrivé à la conclusion et en retiré le principe de base, il nous donne ça en introduction. Donc ça, c'est la force spécifique des Sfaradim. C'est le Rambam, c'est Rabbi Yosef Karo par le Shulchan Aruch, ainsi de suite, qui ont commencé à mettre de l'ordre, organiser le Talmud selon un ordre, selon des thèmes. Sadranut Kuvua. Et Koach Bikoret, une critique, ça veut dire avoir l'esprit très critique de savoir cette opinion est contradictoire à cette opinion et bien délimiter les opinions. Koach Bikoret, Enenu Niska Kolkach les Hachef Stirot, chez Ben Makom le Makom. Ça veut dire, ils n'ont pas pris comme but ultime d'essayer de composer entre les opinions qui paraissent contradictoires. Ça veut dire, il y a une sugia qui prétend X dans un sujet spécial, une autre sugia qui parle du même sujet et qui prétend Y. Ben, ils n'ont pas essayé de dire non. À vrai dire, il n'y a pas de contradiction. Celui-là, il a parlé dans ce cas très précis. Donc, les facteurs ont fait en sorte que ça donnait ce dîme. Et celui-là, dans un autre cas précis, en fait, il n'y a pas tellement de contradiction. Non, ils ne sont pas allés dans cette démarche. Ils ont plutôt dit, celui-là, il pense X, celui-là, il pense Y, et on cataloguise. Sefer Kehat Talmud, Amechil Betocho Kol Kach Harbe Deot. Un livre comme le Talmud qui comprend en lui tant d'opinions différentes. Babé Shemon Fourash, dans ce qui est explicité. En abikoret, mitztaeret, imachrea iyun, imatsu od ezu shinuye deot, veshitot, shen enan kolkach mefurashot
Bimkoman. Ça veut dire, une fois qu'on a compris les opinions essentielles qui peuvent être contradictoires et qui sont claires et qui sont bien définies, mais si on trouve après encore une autre sugya qui traite du sujet en exposant une opinion tierce qui ne s'annule pas ni avec cela ni avec ceci, qui sont les deux groupes essentiels, disons, et qui en plus pas trop clair, pas trop explicité, eh bien, ils n'ont pas pris ça en considération, ils ont mis ça de côté, ils sont allés selon les lignes les plus larges. Ikaru, la Chia, Ezu Ashkafa, Vezushita, Balacha, Obagada, Yeyoter Esodit. Ce qu'ils ont recherché essentiellement, c'est de trancher quelle est la halacha qui va gérer la nation, ou bien la Haggadah, c'est la manière de penser, la manière de ressentir, etc. Et pas essayer de manière systématique de tout compiler, de rentrer toutes les opinions et d'essayer de trouver en quoi ils ne sont pas contradictoires et de trouver le dénominateur commun, etc. etc. Les émis de Barer, Bekoach Abikoret, Anikna Mitoch Abekiyut, Aledek Klalim Vouim. Donc, ils avaient des principes de base en fonction desquels ils ont tranché la halakha et une connaissance très très large de toutes les sugiotes. Les machal. Yitrot inyan boded, anema rak pa'amachat, bifne inyan matmid, olech v'nishne kama pa'amim. Si par exemple on compte à travers tout le chasse, un sujet qui est répété à plusieurs reprises, et toujours on l'explique d'une certaine manière. Et voilà que, de manière qui sort de l'ordinaire, il y a un autre endroit dans le chasse, quelqu'un qui parle du même thème, mais qui explique ça de manière totalement différente. Eh ben, on ne le prend même pas en considération. On met ça de côté, on ne s'en occupe pas. On va selon les grandes autoroutes. On ne prend pas les petits chemins tortueux, périphériels. On dit trop Mahamar, Neymar, Grara, mais quelque chose qui a été dit en passant. Mais Mahamar Mukhlat, quand il vient contredire quelque chose qui est absolu et qui est clair, qui a été dit de manière plus explicite. Et tout ça, avec basé. Donc là, il nous a montré la manière d'appréhender le Talmud selon la communauté sfarade. Ce qui nous intéresse, c'est de trancher des choses claires et plutôt en quantité qu'en qualité même, pas rentrer trop dans les finesses intellectuelles, on va dire, mais essayer de comprendre de manière générale les choses qui ont été dites de manière de plus claire et plus définie, etc. Omnam, le Bechol Pam, Titzak Abikorat Bemishpata. Maintenant, il vient faire la critique de cette approche sfarade et montrer la plus-value de l'approche ashkenaz. Omnam, le Bechol Pam, Titzak Abikorat Bemishpata. Elle n'a pas toujours raison, cette approche. L'okol machinira la in shistira, ibemet stira. Car à vrai dire, pas tous ceux qui paraissent dans une première lecture comme une contradiction est véritablement une contradiction. Vieshma comme la shvayatan, shel deot. Parfois, on peut essayer d'égaliser les deot. C'est-à-dire, dans une première lecture, on a comme l'impression que cette opinion est antagoniste à l'opinion d'en face. Mais après, quand tu commences à creuser un peu plus, tu comprends en fait qu'ils ont le même principe de base, et le fait qu'ils sont arrivés à des conclusions différentes, c'est parce qu'il y avait des nessibot, des circonstances un petit peu différentes qui ont amené à trancher la halakha de manière différente. Mais quand tu t'approfondis dans cette opinion et de cette opinion, tu vois qu'en fait, ils ont le même principe de base. Et donc, à vrai dire, il n'y a pas de contradiction dans les opinions. Ce n'est qu'une contradiction accidentelle à cause des circonstances. Et ça, c'est ce que fait Tosfot tout le temps. On est en train d'étudier une sugya. Tosfot rapporte une autre sugya qui, a priori, vient contredire la sugya qu'on est en train d'étudier. Après, il vient, Viesh Lomar. Il vient expliquer qu'en fait, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi il s'adonne avec autant d'obsession, entre guillemets, pour montrer l'harmonie totale du chasse, qu'il n'y a pas de contradiction, en fait. Donc, Yeshma comme la Shvayata, ce n'est pas toujours faisable, mais très souvent, il est possible d'égaliser les opinions.
les rendre uniformisés, on va dire. À l'aider Tamkut. Cela nécessite un plus grand approfondissement. Et pas prendre une balance, mettre de ce côté les oranges, de l'autre côté les poires, et de dire voilà, il y a plus d'oranges, donc on va trancher selon la quantité de poskim. Non, on va trancher selon le principe de base. C'est une autre manière de trancher la halakha. De comprendre le principe de base et en fonction de ça, trancher. Et pas faire peser les pour et peser les contre, et en fonction de quoi, de cela, trancher la halakha. Donc, yesh makom la shviatam shel derot al yedei itamkut betochen ha'inyan beta'amo ve'higiono. C'est-à-dire en s'approfondissant sur la cause, sur la logique qu'il y a dans ce qui a été dit. Mais Zegvar Nolda y a Shita Pilpulit. Et de là est née toute la Shita du Pilpul. Mais dans la Shita du Pilpul, il faut savoir, c'est quelque chose de très positif et de très bénéfique. Mais on rencontre parfois, comme par exemple dans le Maharal, une critique virulente contre la Shita du Pilpul. Mais il faut savoir, c'est pas qu'ils sont contre la Shita du Pilpul, ils sont contre sur une maladie d'extrémisme du Pilpul, de toujours vouloir faire des discernements mais qui parfois, des fois, sont à la limite du ridicule. Donc, des fois, ça devient seulement une... Vous voulez dire, Rav, il cherche la petite bête dans, voilà, dans les... vidéo. D'accord, ok. Pile poule, je sais, mi poule, pile. Ils ont dit, ceux qui ont fait une critique virulente contre le pile poule. Ils transforment une poule, foule, c'est une fève, en un éléphant. Et un éléphant en une fève. C'est-à-dire, des fois, ça devient juste une gymnastique intellectuelle pour le plaisir intellectuel. Et c'est déjà plus une recherche de comprendre quelle est la volonté de Dieu. C'est contre cela que sont sortis les acharonim dans le monde ashkenaz, contre le pilpoul. Mais le pilpoul en tant que tel, c'est ce qu'on appelle en français la déduction et l'induction, qui sont les outils nécessaires pour la compréhension. Donc évidemment que le pilpoul est quelque chose de très positif, mais comme toute chose, l'exagération finalement devient un poison. On s'adonne totalement et on oublie finalement quelle est la volonté de Dieu, on s'en fout à vrai dire. Ce qui nous intéresse, c'est que chacun fasse sa frime pour savoir combien qu'il est aiguisé intellectuellement et faire toute une, plus qu'une gymnastique, c'est comme ceux qui jettent des bouteilles en l'air, je ne sais pas comment on appelle ça, vous avez compris, quoi. Faire de la frime. Des jongleurs. Voilà, des jongleurs intellectuels qui essaient de montrer leur force intellectuelle. Et très souvent, malheureusement, ça fait des personnages très, très bizarres qui, tout rapport entre eux et la voix d'Hachem est totalement fortuit. Bien que ce soit des Bachoui Shivot avec des chapeaux, etc., qui passent des heures dans leur marotte, et véritablement, ils n'ont aucun amour ni de Dieu, ni de l'idéal divin, ni rien du tout. Ils se sont adonnés à une mise en évidence de leur aptitude intellectuelle, et c'est sur cela qu'est venue une critique virulente. Il y en a encore malheureusement parmi nous aujourd'hui, dans certaines échivotes. Donc, mais le Rav Kook lui parle du pilpoul positif, nécessaire. Misé Gvar Nolda, Yashita pilpulit. Un pilpoul, mais Omek et Giono, dans la profondeur de sa logique, il ne rentre pas en pression dès qu'il voit des contradictions. Calmement, il essaye de réduire au minimum les contradictions. C'est trop facile de dire, voilà, il y a l'opinion X et l'opinion moins X, et je mets ça dans cette case et ça dans cette case, et je fais une catégorie différente. Essayons d'abord de voir, c'est une possibilité de prouver qu'il n'y a pas de contradiction. En fait, les deux sont d'accord sur le même principe. Le fait que dans cette suga, on a vu que celui-là a tranché de cette manière, et celui-là a tranché de manière qui paraît être contradictoire, ce n'est pas parce qu'ils sont antagonistes dans le principe, c'est que par hasard, il y avait des circonstances différentes qui ont amené à trancher de manière différente. C'est ce qu'essaie de faire tout le temps la chita du pilpoul positif. Donc, Umeshiviado, la joie est astirot. Au contraire, il fait de tout pour minimiser les contradictions et par là même mettre en évidence l'harmonie et l'uniformité, on va dire, du Talmud. Donc, la joie est astirot, anirot lichora, qui paraissent être des stirot dans un premier regard. Bekoach vanato. Et cela, ça nécessite, comme on dit, se casser la cervelle jusqu'à en cracher du sang
pour essayer d'égaliser les chitotes. Ou befa'at koach chidusho, et de là sortent toutes sortes de chidushim, c'est-à-dire des innovations dans la compréhension du Talmud. C'est-à-dire, dans une première lecture, on aurait pu comprendre que telle est l'opinion de ce rabbin. Une fois que tu as fait un vrai pilpoul, tu te rends compte que tu l'avais mal compris. Donc c'est un chidush. Et en cela, tu contribues à l'enrichissement du Talmud pour les générations à venir. Et c'est ce qu'on appelle la profondeur de la svara, c'est-à-dire de la démarche intellectuelle, de déduction, d'induction, etc. Ou becharifut, charif en hébreu, c'est-à-dire piquant. Il a un esprit piquant. C'est-à-dire, on a toujours essayé de qualifier les de l'Israël de vivace. Baki ou Harif. Ou bien Harif ou Baki. Qu'est-ce qui est plus important? Baki, ça veut dire maîtriser la matière. Il connaît parfaitement tout ce qui est écrit dans le Talmud, il se rappelle par cœur de tout. Harif, il a une tête bien faite. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une tête bien pleine ou une tête bien faite? Parce qu'avec une tête bien faite, parfois sans maîtriser toutes les données, tu peux les déduire par ton intellectualisme et les retrouver. Comme par exemple, il est dit que après la mort de Moshe Rabbeinu, il y a eu tellement de tristesse qu'ils ont oublié 3000 halachot. Il est venu Othniel ben Kenaz, Vechidesham bepilpulo. Il les a réinnovés par ses déductions intellectuelles. Ça veut dire, maintenant en main des éléments de base de la Torah, de là, ça a engendré de nouvelles connaissances qui étaient connues et qui avaient été oubliées et qu'il a réinnovées. Donc, des fois, une tête bien faite, c'est plus important qu'une tête bien pleine. Évidemment, le mieux, c'est d'avoir une tête bien pleine et bien faite. Donc, Baki, Becharif. Donc, ou Bacharifut à Arkava, à Sikhlit. C'est-à-dire là, je ne sais pas comment dire Charifut en français, c'est un esprit piquant, je ne sais pas si ça se dit en français, de pouvoir. Vivacité d'esprit, voilà, non? comme ça. Becharifut à Arkava. Une vivacité d'esprit qui permet de composer des différents éléments et d'engendrer un troisième élément, etc. De manière plus poussée, on va dire, que l'approche de la bikoret a l'habitude de se servir. D'ailleurs, même dans la manière d'étudier Sfaradite, on a tendance à rester dans la page et pas aller se promener dans tout le Talmud. Essayer de comprendre la page avec les éléments qu'il y a dans la page. Alors que dans la manière ashkénaze, on commence à lire 2 lignes dans cette page, après on prend notre voiture et on va faire un tioul dans tout le Talmud. Essayer de chercher dans tout le Talmud toutes les sougiotes qui traitent de ce thème et de composer, de voir les contradictions, de voir en quoi ce n'est pas contradictoire. C'est une autre manière d'étudier parce qu'on cherche plutôt s'approfondir avec un esprit plus piquant et plus élaboré, on va dire. Donc, avec un esprit comme ça, pas besoin toujours de maîtriser toutes les connaissances de manière parfaite et de savoir les cataloguer, etc. Chez Ikarkli, chez Moucha, chez la Bikoret, qui est l'outil essentiel de l'approche de la Bikoret des Sfaradim. Mais comme on dit le Rav Kook précédemment, sans aucun doute, ces deux approches sont aujourd'hui nécessaires et complémentaires pour construire la nation telle qu'il se doit. J'ai une petite question, Rav. Juste, pourquoi justement il y a une critique, enfin, par rapport aux Sfarad, une critique venant de, entre guillemets, l'intellect ou l'intellectuel ashkénaze depuis fort longtemps. Enfin, bon, est-ce que ça confirme pourquoi il y a 2 rabbins, 2 grands rabbins en Israël? Enfin bon, bref, voilà. D'abord, les critiques dont vous parlez, elles sont très souvent malheureusement fondées tout simplement sur de l'idiotie et du racisme, qui n'ont aucun rapport. Par exemple, il y a même des idiots pseudo-intellectuels qui disent que les Sfaradim ont un problème cognitif. Il n'y a qu'à voir la nullité de leur niveau en Eretz Israël. Alors, pour contrecarrer cette idiotie, on les invite à aller rendre visite en France et voir les Sfaradim en France qui sont arrivés à des très hauts niveaux de directeurs d'entreprises, directeurs d'hôpitaux, avocats, philosophes, etc., etc.
La simple cause, c'est qu'on ne les a pas laissés tellement se développer ici en Eretz Israël, car il est vrai malheureusement qu'il y a eu une certaine oppression des Ashkenazim qui étaient là. Donc ça, c'est fondé tout simplement sur une idiotie et du racisme. Mais le fait qu'il y ait une manière de réfléchir différente, ça c'est évident. Une manière d'appréhender Le la grand rabbin en Israël, c'est nécessaire parce qu'il y a deux Oui, communautés différentes et donc des directives différentes. Jusqu'à qu'on d'accord. construise une personnalité qui comprenne en lui les deux aspects et qui est à même de gérer toute la nation, comme on dit, c'est pas demain la veille. Ça sera peut-être le Mashiach. Ça sera peut-être le Mashiach. D'accord. Merci, Et Rav. ça s'exprime dans énormément de choses, dans la manière d'être, le Sfaradi, il est plus nonchalant, d'un autre côté, il est plus chaud de caractère, alors que le Ashkenaz, il est plus rempli de vivacité et d'aspect analytique. Et donc, très souvent, les tempéraments ne vont pas tellement de pair. Mais bon, au Hachem, plus on vit ensemble et on se marie ensemble, et c'est le cas aujourd'hui, bon, au Hachem, en Eretz Israël. Donc, quand un enfant est né avec une maman ashkénaze et un papa sfarade et vice-versa, eh ben, ils seront enrichis naturellement des deux éléments. Et c'est comme ça qu'on reconstruit la nation d'Israël telle qu'elle était avant sa dislocation et sa sortie en exil. Évidemment, il faut enlever tous les préjugés idiots et racistes et encourager au plus les mariages entre communautés, et pas seulement entre Ashkenaz et Sfarad, aussi bien avec les Thémanim, les Éthiopiens, les Épées, les Péruviens, tout ce que tu veux, tout ce qui est juif, bienvenue, on les aime tous, on se marie avec tous. Mais malgré tout, il faut savoir qu'il y a des tempéraments différents et des approches différentes, et quand on veut construire une unité, ceci ne se fera jamais en estompant les différences, mais au contraire, d'abord et avant tout, en mettant en évidence les différences et en voyant en quoi chaque aspect est complémentaire au second. C'est un enrichissement. Voilà. She'anu ro'im et הרושם של העבודה של הגאונים הראשונים ביחס לתלמוד. Donc on essaie par exemple de constater l'impact qu'ont eu les Rishonim dans leur travail, qui ont commencé déjà à expliquer le Talmud, les Géonim, qui étaient même avant les Rishonim. On voit que l'aspect du Bikorti était plus en relief. C'est-à-dire, pour ainsi dire, les Sfaradim ont continué la lignée des Géonim. Verishma Pilpoul et Namnikarim. Quand on lit leurs livres, on ne voit pas de Pilpoulim. D'ailleurs, même au niveau des Rishonim, on ne voit pas tellement de Pilpoulim. C'est plutôt au niveau des Acharonim, c'est-à-dire ces 2 derniers centenaires, 4 derniers centenaires. Mais les Géonim, qui étaient juste après le Talmud, et les Rishonim, quand on lit leurs livres, il n'y a pas tellement de pilpoul. Il y a plutôt un essai de mettre de l'ordre entre les différentes opinions, de dire celui-là pense comme ça, celui-là pense comme ci, etc. Dès qu'on arrive au Tosafot, qui est déjà les Rishonim après les Géonim, vers Hidushim, là apparaît toute la vigueur du pilpoul, au niveau le plus élevé. Par contre, ce besoin-là de critiquer et de cataloguer et d'ordonner est moins mis en évidence. On ne voit pas que Tosfot, par exemple, a fait un livre d'Halakha ordonné. Il a fait une critique systématique sur tout le Talmud en essayant de voir chaque fois les différences qu'il y a entre les sugiot et essayer de les yashev et astirot, c'est-à-dire d'égaliser les opinions. C'est un sechel incommensurable. Tout ça, ce n'est pas une personne, c'est toute une bande de Chachamim qui étaient en France, etc. Le Roche, il était ashkenazi. Il est devenu rabbin des Sfaradim. Et c'est manière que dans la psychiatre sfaradite, on l'a pris en compte. Selon le Roche, le Rif et le Rambam, bien que c'était un ashkenaz. Mais Kaniré, c'est un ashkenaz qui a été sfaradisé parce qu'il était rabbin de Sfaradim. Donc, on continue. Par contre, les Sfaradim ont plus pris le pli, Merishit Adorot, depuis le début de leur génération, chez nous Mekirim, qu'on connaît, c'est-à-dire on a aujourd'hui leurs écrits, et Deftele Atipusim, Bechayenu, Ashkenazim, Sfaradim, et Sadranout. Eux, plutôt, ont mis de l'ordre, ont catalogué
Bikoret, la critique, c'est-à-dire mettre ça vis-à-vis de ça, face à ça, qu'est-ce qui est contradictoire, etc. Et ceci, après, développe une manière de voir le monde aussi, qui est plus cataloguée et pas trop approfondir. On peut dire que l'esprit des Géonim a reposé sur leur tête, c'est-à-dire a eu une influence sur eux. La force du pilpoul qui s'est développée essentiellement les sages de France et d'Allemagne, Ashkenaz, c'est pour ça qu'on appelle ça les Ashkenazim, c'est l'Allemagne. L'ona salahem les kavikari. Pour eux, ce n'était pas la lignée essentielle. Par contre, Ashkenazim, ir lahem barak pilpoul. Pour eux, c'était l'éclair essentiel, le pilpoul. Bechol al-chavato, de le développer au maximum. Harifut asechel, avoir un intellect très très aiguisé. Omek havana, la profondeur de la compréhension, be'ashitot talmudiot, dans les différentes opinions du Talmud. Nidgabru etzlam, ceci est allé en grandissant de plus en plus. Mais nitavu, la chota matipusi b'chayem, et c'est devenu, on va dire, le sceau essentiel de leur vie. L'Ashkenaz, il est toujours posé cette question. Il ne ressort rien comme Mouvan Me'elav. Ce qui fait parfois même dans l'approche envers les Chachamim. Un Sfarad, un juif Sfarad, il a une certaine timimout. Je ne sais pas comment dire ça, une innocence un petit peu infantile. Ben, le rabbin dit, il se soumet, il ne pose pas de questions. Il a même une admiration angélique envers le rabbin. Ce n'est pas le cas d'un étudiant de Torah ashkenaz. Le rabbin dit, bon, il peut dire ce qu'il veut, et moi je pense autrement, et je le bombarde d'une question. C'est-à-dire la soumission envers l'autorité rabbinique est moins ressentie dans le monde d'Ashkenaz, parce qu'ils ont mis plus en évidence on va dire l'aspect de l'intellectualisme le plus aigu. Donc c'est tête contre tête. On va voir comment ça s'exprime même dans les manières de vivre. Vous verrez presque jamais, pour ne pas dire jamais, un Ashkenaz qui va baiser la main d'un rabbin Ashkenaz. Maximum, maximum il donne la main et lui dit Shabbat Shalom. Un Sfarad, un Sfarad, il vient et d'abord, avant tout, il se prosterne, il lui embrasse la main. Il s'annule totalement. C'est-à-dire, il ne met pas en évidence mais Rav, le côté bicoret vient quand même de la partie Sfarad. Alors, pourquoi quand il veut dire bicoret, il veut dire c'est paradoxal. Mettre face à face les opinions différentes, sans trop s'approfondir en essayant de comprendre quel est le principe de base. Alors que le pilpoul, c'est exactement ça. C'est une gymnastique intellectuelle très, très, très élaborée. Donc, plus tu mets en évidence le côté sikhli, le côté rikshi, on prend un coup. Même le côté mouni, parfois, pour en prendre un coup. Donc, on voit comment l'approche dans l'étude du Talmud a développé des personnalités et des tempéraments différentes pour leur approche envers les chachamim, etc., etc. Aïmounat Mima, par exemple. Ça, il n'en parle pas, c'est moi qui rajoute, c'est une constatation simple. Ils ont mis l'accent sur ordonner les différentes opinions. Maintenant, c'est différent de style. Ça prend origine dans la compréhension du Talmud déjà. Vous voyez, là il commence à dire ce que je suis en train de dire. A une influence sur la démarche même de civilisation. C'est-à-dire les déotes de Emouna, qui leur approche du monde le plus large. Est-ce qu'on s'ouvre à la civilisation environnante ou on se referme totalement sur nous? Est-ce qu'on a une ouverture sur le monde scientifique et logique de manière générale ou bien non? Béhémet, il est évident, dit le Rav Kook, que chacune de ces approches, ces deux approches différentes, il est nécessaire qu'elles prennent aide de la deuxième. Il y a besoin d'un enrichissement. C'est-à-dire même quand on parle de critique et de mise en ordre, ceci ne peut pas être arrivé à son apothéose. On
Ozerlem. Elle aussi, elle a besoin de céder de la force du pilpoul pour arriver à une perfection de la sadranout. Sans quoi, tu risquerais de faire une sadranout qui n'est pas tout à fait exacte. Celui-là, il a dit rouge, celui-là, il a dit rouge, je mets les rouges avec les rouges et les jaunes et les jaunes. Mais c'est accidentel qu'il a dit rouge. En fait, ils sont d'accord sur le principe. Les vaquers kol davar be'omko, c'est-à-dire de pouvoir faire une véritable bikoret, pas seulement sur les aspects extérieurs, mais sur les principes de base qui sont dans la profondeur de la pensée. Mais l'ardor betrunat kol stira est pénétré très profondément dans les contradictions. La date de kama imevusset. Est-ce que véritablement c'est fondé de dire qu'il y a une contradiction? Il se peut que c'est une lecture assez superficielle qui t'a mené à croire qu'il y a une contradiction. Ou le Umadze, d'un autre côté, Tzricha yashita pilpulit, l'approche pilpulit et de l'ashkenazim, les koach et sidour. C'est-à-dire, on ne peut pas s'adonner toute la vie à faire une gymnastique intellectuelle et sortir sans rien dans les mains. Il faut mettre de l'ordre, il faut conclure, il faut trancher, il faut finalement donner des directives. L'Umadze Tzricha yashita pilpulit, le koach et sidour, chez le pikoret, la haïr et tofokea pour éclaircir ses horizons. La frine aliada est à erech shel achidouche amitialet bekol makom ou makom, et d'évaluer à juste titre les innovations qui se font dans tous les endroits. Alpi agormim shel astirot, fondées sur les contradictions, shel nikraot liot mityashvot, qui finalement sont censés à s'égaliser. Mouvan adavar, shel netiat apilpoul ikbira tarmaka, c'est-à-dire cette tendance dans le pilpoul à intensifier l'approfondissement. Par contre, Nediat à Bikoret, la tendance de Bikoret, c'est-à-dire de mettre face à face, vis-à-vis les opinions différentes, Igbira est à Al-Khava, à renforcer plutôt l'élargissement des connaissances. Il y en a qui ont plus percé profondément et d'autres qui sont adonnés à l'élargissement, c'est-à-dire à accumuler un maximum de connaissances. Si vous voyez par exemple l'exemple typique, le Rav Ovadia Yosef, quand il fait un psak, il te rapporte des millions de sources. Il a une connaissance quantitative incommensurable, qu'on ne retrouve pas dans les poskim ashkenazim. Il est allé sur la quantité. C'est-à-dire, quand tu veux faire seulement une évaluation des opinions différentes, et ben finalement, pour trancher, c'est comme une balance. Là, il y en a 100, là, il y en a 150, je tranche quand on est 150. Chez Nikraot, Liot, Mityashvat. On va là d'abord chez Nitiat à Pilpoul, on a déjà lu ça. Midash al Pilpoul, Garma, Litpatrut, Ofi, Shel Chidoud. Une autre chose, maintenant, dans le développement de la personnalité. Cette mesure, cette approche du Pilpoul, a entraîné un développement de caractère de Chidoud Adat. Ça veut dire une précision très, très, très profonde et très aiguë, très pointue de l'intellectualisme. Et tel Ashkenazim. ומתוך נתגלו לפניהם בצורה יותר בהירה בדקים וסתירות ביחס ליהדות. Il dit parfois, malheureusement, cette approche qui veut toujours trop approfondir et trop déterminer et trop limiter, etc., ont amené parfois à des brèches et des contradictions dans le judaïsme. C'est-à-dire parfois, à force de trop réfléchir, comme on dit, les foum, chorfa shabeshta. À force de faire de la gymnastique intellectuelle, finalement, on arrive à des faux sens, à des non-sens. Et quand c'est de non-sens au niveau de l'application ilchatique, c'est pas trop grave. Parce que quand tu ne comprends pas comme il faut à la synagogue, disons qu'au lieu de faire 7 tours de tefillin, tu en mets 6, tout d'un coup, les copains vont se rendre compte et ils vont te faire la réprimande. Mais quand c'est au niveau de la émouna, là, ça se passe dans ta tête et dans ton cœur, et ça ne s'exprime pas à l'extérieur. Donc, tu risquerais de forger ta personnalité avec des fondements d'émouna totalement erronés, qui sont le fruit d'un pilpoul exagéré et qui n'est pas fondé. C'est une bicorette que le Rav Kook lui-même fait, provenant lui-même du monde ashkenaz. הנמצאות בכל שיטה מהשיטות הפילוסופיות שמצאו להם מהלכים בעולם. והיא הייתה גם כן סיבה להתרחקות מצוינת מהשפעות של שיטות זרות וחיצוניות. Et c'est ce qui a amené finalement à prendre un écart très très grand de tous les courants de pensée extérieurs. Ils ont vu que les gens qui ont trop réfléchi, parfois sont sortis du judaïsme.
vouloir trop s'approfondir, etc., et prendre en considération d'autres penseurs du monde extérieur, finalement, ils sont sans arriver à sortir totalement du judaïsme. Donc, la réaction a été d'élever des remparts très, très hautes, des murailles très, très hautes, et de se renfermer et de s'écarter totalement de la science goy. Par contre, on voit par exemple dans le monde de Sfarad, le Rambam n'hésite pas à mentionner Aristote. Évidemment, il sait faire la critique, prendre ce qu'il faut prendre, ne pas prendre ce qu'il ne faut pas prendre, mais il n'hésite pas à le mentionner. Et lui-même, il dit, comme je sais qu'il y a des idiots qui pourraient être étonnés et même barrés, je ne mentionne pas son nom. Mais très souvent, ils ont pris en considération d'autres pensées qui, évidemment, provenaient du judaïsme, mais qui ont été formulées parfois de manière plus réussie chez les goïms. Et ne parlons pas de l'ouverture à la science. Ça, évidemment, qu'on doit s'enrichir sans aucun problème. עכשיו, עמידה של הביקורת והסדרנות אשר נקלטה יתר אצל הספרדים, גרמה להם שנסתדרו להם אורחות חיים ולימודים כוללים בתוך המערכה המקפת של הכרת היהדות שלפעמים העשירו את רוחם והשאירו רשמים של הצלחות מופתיות. Par contre, n'ont pas eu tellement de problèmes de s'ouvrir au monde environnant. Parce que la Emouna était tellement tmima, sans trop faire de recherches trop pointues, etc., que rien ne pourrait ébranler, même si on entend d'autres courants de pensée. Évidemment, après qu'ils ont été épurés, ils se sont permis de prendre des connaissances de l'environ, après que ceci a été tamisé, épuré par les gérants, comme le Rambam, Rabbi Halevi, etc. Elle a nous l'histoire. Et יסוד השקפתנו זאת. ממה שאנו רואים חזיונות פרטיים של עומק הפלפול ותקבורת החידוש בין חכמי הספרדים. Ça veut dire, il n'y a pas lieu de contredire toute l'analyse qu'on vient de faire maintenant, parce qu'on peut rencontrer parfois que dans le monde sfarad, il y en a qui se sont adonnés au pilpoul, et que dans le monde ashkenaz, il y en a qui se sont adonnés à la sadranout. Ce sont des cas qui sortent de l'ordinaire. Elle a nous l'histoire et ça de nous autres. On voit parfois des phénomènes pratiques, c'est-à-dire très très ponctuels, chez l'homme à pilpoul. On voit une profondeur du pilpoul, le tikboret achidouche, ben chachmei saradim, vechen ezou faot shel sadranout, et parfois au contraire une démarche de mise en ordre et de bikoret etzel chachmei ashkenazim. Qui se barak me ashpaat choseret. Ceci est provenu du fait qu'il y a eu des influences de l'un et des autres. Et en plus, parfois, ils ont déménagé. Il y avait des chachmés ashkenazes qui sont allés habiter au Maroc, et donc ils ont été influencés des Sfaradim, et les Sfaradim eux-mêmes qui habitaient là ont été influencés de ces ashkenazim. Donc, petit à petit, il y a un certain phénomène d'osmose qui a fait qu'il y a eu ça et là des personnalités rabbiniques qui sortaient de l'ordinaire. Donc, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire. Aval, mais qui soit bien clair, Beyesod Adavar, au fondement du sujet, Baruru, Shatruna Kvura Shanetia Sadranout Bikoret et Truna Sfaradit, ça veut dire le caractère essentiel et fixe de la tendance vers l'ordre et la Bikoret, c'est les Sfaradim, Batruna Netia Shalom Ekadat. Par contre, l'approfondissement intellectuel, pointu, etc., Bechidou d'Apilpoul Bechidouche, il est Truna Ashkenazit. Me'agdolim, Sheritamtsu le Mazeg et Apikor et Mapilpoul. Maintenant, les géants des générations qui ont essayé de construire une certaine harmonie entre ces deux tendances. Biachas la Higayon Talmudi, et Chateau de Tsetem, Igiou, Adakboul Shel Ma'alach Adeot Vashkafot Bichlal, et ceci a eu des répercussions même, pas seulement au niveau de la halacha, même au niveau de l'Aïmouna, Adeot Vashkafot Bichlal, Metsuyan ou Ramban. Le Ramban, par exemple, a fait ça. Mais Dorot Arishonim, à l'époque des Rishonim, Chachmei Sfaradim. Donc le Rambam a essayé de s'enrichir de la Shita ashkenazite et de construire une harmonie construite des deux éléments dans sa personnalité. De l'autre côté, dans le monde ashkenaz, Agon Mevilna, Bedorot Achronim, Ben Chachmei Ashkenazim, qui lui, évidemment, appartenait à la communauté ashkenazite. Vous voulez dire Nachmanide, Ramban, c'est enrichi du Sfarad, et pas d'Ashkenaz, vous êtes trompé.
le Nechmanide s'est enrichi de l'approche ashkenazite. Et le Gaon de Vilna, lui, s'est enrichi de l'approche sfaradite. Il est évident maintenant qu'il soit dit en passant, le Rav Kook aussi, pareil. On m'a raconté une histoire, je ne sais pas quelle en est la source. C'est un copain de moi qui s'appelle Emmanuel Schibert qui me l'a raconté. Une fois, ils ont invité le Rav Kook à donner un cours dans une yeshiva ilitaïte. Il a donné un cours, ils n'ont pas été tellement emballés. Il dit, bon, alors ce Rav Kook, ce n'est pas une grande lumière, en fin de compte. Alors, il s'est rendu compte, il dit, vous savez quoi, demain, je vais donner un autre cours. Il vient le lendemain, il donne notre cours, alors là, ils sont en extase. Oh là, quelle lumière, quelle précision, quel esprit aiguisé, etc. Ce qui s'est avéré, c'est que le premier jour, il a donné un cours dans la manière d'étudier à la Sfaradite. Le deuxième jour, il a donné la manière d'étudier à la Ashkenazite. Après qu'il les a bien envoûtés dans cette approche ashkenazite et qu'ils ont été en extase de sa grandeur, il leur a dit, mais sachez que le cours d'hier était bien plus important. C'est Emmanuel Schibert qui m'a raconté ça une fois. Je crois qu'il a entendu ça du Rav Tzion Abba Shaul. Donc Mais c'est un peu dangereux, ça, quand même. Hein. Comment le Rav Kook, lui, il a fait comme le Gaon de Vilna. Il n'a aucun parti pris. Il était le premier à essayer de composer entre ces deux tendances. C'est-à-dire, le plus près du monde Sfarad, on va dire, dans le monde Ashkenaz, c'est le Rav Kook aujourd'hui. C'est qui m'a fait sauter le texte, ça, je ne sais pas ce qui arrive. Hop, je ne sais pas pourquoi il est parti, on reprend. Où on en était. On a terminé là, il est déjà l'heure. Kol Chelek Vechelkei Haouma, on est là, la ligne 82. Donc il est évident aujourd'hui que toute partie de la nation, pour Rach ou les Shalem et Kishrono, est obligée d'élaborer au plus ses aptitudes, c'est-à-dire chacun selon sa tendance, c'est-à-dire qu'un Sfarad, il doit être d'abord avant tout un bon Sfarad, et un Ashkenaz doit être d'abord avant tout un bon Ashkenaz. Ve'imze, et en plus de ça, notre obligation aujourd'hui, plus que toutes les autres époques de notre histoire, que chacun doit influencer et être influencé de son prochain. Ça veut dire, en aucun cas, estomper sa particularité, au contraire, la mettre en évidence et l'élaborer au plus fort, et après, aller s'enrichir et enrichir les autres de ta particularité. T'enrichir des particularités des autres et enrichir les autres de ta particularité. Et c'est comme ça qu'il y aura finalement un enrichissement et une perfection de ces deux atouts. Dans toutes les branches les plus grandes et les plus. Mais ceci aura des répercussions dans tous les aspects de notre activité nationale. Plus grandira cette influence réciproque. Qui découlera de ce désir constant qui se renforcera en nous. Chacun doit d'abord et avant tout s'approfondir dans sa spécificité. Et aussi de contempler, d'analyser, de s'approfondir et d'essayer de comprendre mieux ce qui se passe de l'autre côté, et de s'en approfondir et de s'en enrichir. Les manit malé aliado et achaser pour compléter ce qui manque dans sa personnalité. C'est comme ça qu'on réussira à construire la nation de manière entière, complète. Et ce n'est que comme ça que l'esprit de la nation arrivera à sa perfection entière. Ad, à tel point, Sfaradiout va Ashkenaziout, Tashpia Azu Azu, Ashpa Chayamela. Que ces deux maisons, et on rappelle, il a dit ça comme exemple, il en est de même concernant toutes les autres communautés du peuple d'Israël. Chacune d'entre elles rajoutera sa brique dans l'édifice du peuple d'Israël. Be'emshech Hazman, Ishtavu Kishronot. Vous voyez, Rav Kook avait prédit. Avec le temps, ces atouts-là vont s'égaliser. C'est-à-dire,
Il y a aujourd'hui des Chachamim qui sont par hasard nés dans la communauté ashkénaze, mais il n'y a pas une tête ashkénaze, il n'y a pas des cellules ashkénazes. Il a étudié toute la littérature ashkénaze, et de manière égale, il a étudié toute la littérature sfarade. Et finalement, il peut trancher pour les sfaradim de la même manière qu'un rabbin sfarade. Il n'y a pas besoin d'avoir de sens sfarade pour être un posek sfarade. Tu peux t'appeler Rosenblick et trancher pour un sfarade selon l'opinion sfarade. Et en comprenant les nuances, et même en donnant des conseils au niveau des minagim, de la manière d'être, etc., tout est faisable aujourd'hui, bon, parce qu'on vit en symbiose totale. Le Rav l'avait prédit à l'époque, ce n'était pas du tout le cas, sachez-le, c'est vraiment des machanotes écartés l'un de l'autre, totalement, à son époque, en Eretz Israël surtout. Donc, au Beshech Hazman, avec le temps, Ishtavu et Kishranot, on s'égalisait ces atouts différents. À Mefuradim, à Lalou, qui sont aujourd'hui disloqués. Les Ruach Chaim Apenimi, Shoubemet Ruach Meuchad, et l'esprit de vie intérieur qui, à vrai dire, dans son essence première, est totalement uni. Aoler ou Poem, qui bat dans le cœur de ces deux maisons, J'étais bâti Israël à Lalou, Idgaleb Cholodov Adaro apparaîtra dans toute sa beauté, toute sa splendeur, Livnot Yachad et Bet Israël, pour construire ensemble la maison d'Israël. C'est notre foyer national en Eretz Israël. Berka Shalatria Leumit, dans la valeur de notre renaissance nationale, chez Miyesod Kodesh, fondé sur le Kodesh, comme on l'a dit précédemment, c'est l'essentiel, c'est la finalité de tout. C'est-à-dire, si l'État d'Israël finalement n'arrive pas à cette finalité de mettre en évidence la spécificité du Kodesh du peuple d'Israël, eh bien, tout ça a été une bracha levatala. Si pour faire un autre État qui est copy-paste des autres États, eh bien, ça ne valait pas le coup. Toute notre spécificité est d'apporter à l'humanité la Kedusha, la morale, la tzniut, etc., etc. Donc, dans une construction si sophistiquée, chez Shum Kisharon le Shum Itaron, chez Shum Mida Tovav Shum Rayon Tov, chez Eshbechol Echad Me'abatim Alalu, Lo Yen Evad Mitan. En aucun cas, on ne pourrait se permettre de perdre quelques perles qui se trouvent dans une de ces deux communautés. Juste pour la petite histoire que vous comprenez. Lorsque mon frère s'est marié, mon frère est Sfaradi évidemment, mais celui qui l'a marié, c'est le Rav Zuckerman, qui est un Ashkenazi jusqu'à la moelle épinière. Avant de le marier, il lui a dit, va me chercher tous les minagim, dont je viens moi, de la communauté tunisienne, de Tunis. Mon frère dit, mais moi je m'en fous pas mal de la communauté tunisienne. Je m'en fous, j'en ai reste Israël aujourd'hui. Il dit, mais moi je m'en fous pas. À mes yeux, c'est très important. Je te marierai pas tant que tu ne m'apporteras pas tous les menagim qu'on doit faire sous la choupa selon le rite tunisien. Parce que ceux-ci sont des perles qui appartiennent, ce sont des perles qui appartiennent au peuple d'Israël, qui ont été exilés et qui reviennent. Quand on parle de kibbutz galuyot, ce n'est pas seulement de ramener les juifs, c'est de ramener toutes les connaissances, toutes les manières d'être, tous les sentiments, le folklore même, tous les minagim, qui étaient en Eretz Israël, qui ont été dispersés de manière accidentelle en exil, et on doit les ramener en Eretz Israël. Donc, quand est-ce qu'on pourra savoir que c'est véritablement sincère? Quand de la même manière, tu luttes fortement pour mettre en expression ton propre minag, comme le minag des Ashkenaz. Et tu seras un combattant pour que le minag Ashkenaz apparaisse dans toute sa force, la manière d'étudier dans toute sa force, le tempérament dans toute sa force. Parce que toutes ces perles n'appartiennent pas aux Ashkenaz. Ils appartiennent au peuple d'Israël, qui ont été exilés. Et avec beaucoup de canaout, on doit tous se soucier de les ramener et de les remettre en évidence et de construire ce psyphas, on dit psyphas en hébreu, comment on dit psyphas, quelqu'un peut m'aider? Les petits trucs avec les petits carrés, avec on construit des images. Un puzzle. Voilà, non, c'est pas un puzzle. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Romains là? Une mosaïque. Mosaïque, voilà, la mosaïque de notre peuple. Donc, nous espérons tous qu'il y a d'Hachem Astazot. C'est la main de Dieu qui a fait cela. Les Kabetz étaient les Shnei Bete Israël.
qui a réuni ces deux maisons d'Israël aujourd'hui en Eretz Israël. Betzora kol kach nikeret, betzivionem, et surtout à l'époque du Rav Kook, c'est-à-dire qui apparaît dans leur particularité de manière très très forte et qui sont mamash écartés, ashonim pour Israël, qui sont tellement différents, même dans la manière de s'habiller, dans tout était différent. Je donne juste pour rigoler un petit coup, par exemple, dans le monde Sfarad, à l'époque du Rav Kook, ceux qui allaient faire le marché, c'était les hommes qui allaient acheter les légumes au marché, et le poisson et la viande. La femme restait à la maison. Par contre, dans le monde ashkénaze, ceux qui allaient au marché, c'était les femmes. Donc il y avait deux marchés. Un marché pour les hommes, un marché pour les femmes, pour ne pas qu'il y ait une mixtitude des sexes. Et ça provient d'une mentalité différente, que c'est l'homme qui doit apporter la nourriture à la maison, etc., etc. Dans des choses les plus banales, on voyait les différences. Dans l'habillement, dans la manière de chanter, la manière de faire des minagim. L'accent était très, très, très fort à l'époque. Aujourd'hui, ça s'estompe. Plus exactement, ça se compose, on va dire. Qui dit comme ça. Nikeret betsevenim ashonim po beret Israël, kedei shiyu muchanim lifol ze al ze. Que Dieu a fait en sorte de les mettre ensemble. Et des fois, comme on dit, il y a des frictions pas tellement sympas. Mais ils sont obligés de vivre ensemble dans ce même baril de poudre pour les obliger à s'harmoniser les uns avec les autres. Cette action, si nécessaire, si chez cette influence positive, qui va donner à chacun d'entre eux son rôle, ou et son action sur la vie de la nation. C'est très important parce qu'il y en a par exemple qui ont voulu faire un uniformisme. Alors ils ont dit on va faire par exemple un sidour achid. Ras-le-bol qui est deux sidourim différents, on va faire un sidour qui unifie les différents minagim. Quand tu ouvres le sidour, c'est l'arnaque du siècle, c'est un sidour ashkenaz ou plus exactement sfard. Et donc c'est pas comme ça qu'on fait un sidour achid. Donc a priori, pour l'instant, personne n'est capable de faire un sidour achid, ni de faire une halakha achida, parce qu'on n'en est pas encore à cette union totale. Quand viendra le Mashiach, peut-être, on pourra faire cela. Donc, il y en a qui sont pour l'unité, à condition qu'ils viennent vers eux. Mais Rav, il y a des sidurim où il y a écrit Rit Mizrahi, Rit Ashkenaz. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit être. Mais il y en a ici en ce moment en Israël, il y en a. Oui, non, mais il y en a qui ont essayé de faire un sidour Nusach Achid. Ah, d'accord, ok. Nusach Achid. Moi, j'ai une autre question, Rav. C'était une compilation de toutes les Nusachim. J'ai une autre question avant que vous terminiez. Je peux terminer 2 secondes. Pardon. Par exemple, dans les écoles, ce qu'on enseigne toujours, c'est le rite ou Ashkenaz ou Sfard. Les prières sont selon le rite Ashkenaz ou Sfard. Donc, les enfants qui viennent de familles Sfaradim, depuis leur tendre âge, s'habituent à prier, pas selon leur minag. Après, ils ne savent même pas comment prier. De moins en moins. Hashem. Mais je comprends la complexité parce qu'une maîtresse à l'école. Au niveau de mes petits-enfants, c'est plus ça. Et comment elle fait la prof à l'école, donc à ce groupe? Je ne sais pas exactement technicien, mais quand on distribue les sidurim, on distribue les sidurim d'après les autres. Tant mieux. Mais je ne sais pas techniquement parlant comment c'est faisable parce qu'ils doivent tous prier ensemble. Donc c'est compliqué. Donc je comprends sur quoi c'est bondé. C'est une complexité technique déjà, d'abord et avant tout. Mais très souvent, ce n'était pas seulement technique. Malheureusement, comme j'ai dit précédemment, c'était une sensation de supériorité. Donc on va essayer comment dire ça, les tarbettes, comment on dit tarbettes, de civiliser ces êtres primitifs, comme ont fait les Français en Afrique du Nord vers les Arabes. Rav, j'ai juste une question avant que vous terminiez. Tiens. Je voulais savoir, est-ce que dans les yeshivot en Israël, il y a Ashkenaz Farad, est-ce qu'il y a ce côté pilpoul et ce côté bikuret ou sans aucun doute. Ah d'accord, oui. Si vous allez dans les yeshivot proprement Sfarad, c'est plus comme ça. Bien qu'ils essayent aussi, et malheureusement, il y en a qui ont développé des sensations des complexes d'infériorité. Donc, ils pensent que d'aller dans une yeshiva ashkenaz, ça fait plus classe. Et donc, ils oublient
leur caractère. Bah, à Jérusalem, il y a dans certaines yeshivot Sfardim, c'est un Rav Ashkenaz qui les. Aucun problème, et c'est comme ça qu'on devrait arriver. Si vous D'accord, prenez ok. par exemple dans la yeshiva du Rav Wiener, qui lui est ashkenaz, eh ben, tout s'exprime de manière égale. De même, par exemple, dans la yeshiva du Rav Voshko dans laquelle j'enseigne, qui est un ashkenaz à l'état brut jusqu'à la moelle épinière, je ne sais pas comment ça s'est fait, la quasi-totalité des élèves sont des Sfaradim. Pour ne pas dire la totalité, il y a 3 ou 4 ashkenaz dans toute la bande. Eh bien, avec une droiture d'esprit, le loussard de la prière Sfarad, lui-même, quand il est Chazan, il prie Sfarad. Ce n'était pas le cas, par exemple, dans les yeshivas d'Aix-Clément, où le Rosh Yeshiva était ashkenaz, et tous les Talmidim venaient du Maroc, etc. C'était tous des Sfaradim pour la grosse masse, et le loussard était ashkenaz. Donc, ceux qui ont compris aujourd'hui leur erreur, et commencent à faire tchouva et comprendre qu'il faut donner expression à toutes les tendances. Et c'est comme ça qu'on construit la nation, et non pas en opprimant les tendances différentes. Pas parce qu'on a pitié de ces pauvres types, il faut leur permettre de s'exprimer. Parce qu'il faut comprendre que c'est une richesse qui appartient à l'origine du peuple d'Israël qu'on doit ramener aujourd'hui sur le podium. Et ça doit être dans les deux cas, parce que malheureusement, ça existe aussi dans l'autre cas. Certains Sfaradim qui sont emplis de haine envers les Ashkenazim et de dédain et de mépris avec je sais pas, une manière de parler ironique, etc. Tous ces j'appelle ces cellules cancérigènes, il faut les éradiquer totalement du peuple d'Israël aujourd'hui. S'emplir d'Avat Israël, fondé sur une compréhension d'abord. Avant d'un élan de cœur, ça doit être fondé sur une compréhension intellectuelle que les minagim et les façons de voir et les manières d'expliquer, etc., ashkenaz, n'appartiennent pas aux ashkenazim, appartiennent au peuple d'Israël. Donc avec un fanatisme, on doit s'entêter à les mettre en expression. Et de même envers les Sfarazim et les Éthiopiens, les Thémanim, etc. Tous sont nécessaires pour la reconstruction de notre nation. On continue. Excusez-moi, Rav, Oui. vous ne pensez pas qu'en prenant pour un Nosach Achid, on pourra sauf arriver à une ardoute si on était capable de le faire. Pour l'instant, le Nusach Achid qui existe, c'est un Nusach Ashkenaz. Ah. donc il faut avoir une richesse, une grandeur au moins de Ruach HaKodesh, si ce n'est de prophétie, pour comprendre en soi, toutes les tendances du peuple d'Israël et d'être au niveau du Sanhédrin pour faire une nouvelle formulation du Sidour. Oh. Donc, on n'en est pas là encore. Ouais, mais Rav, quand vous voyez dans le parti chasse, par exemple, ce sont des Sfarades qui veulent devenir Ashkenaz, un peu. Ou bien, malheureusement, qui sont attisés par la haine des Ashkenazim. Et qui sont attisés, oui. Bon, mais qui ont pris c'est peut-être le dénominateur commun le plus fort qui construit ce parti politique, malheureusement. Oui, mais qui ont pris leur chitot. Bon, c'est pas. Paradoxalement. Peu importe, on n'est pas venu faire la critique là, des partis non, politiques. Mais bon, non, je comprends très bien ce que vous dites, ça blesse notre cœur. Umitor shmirat atzivion amiyuchad. Au contraire, dit le Rav. Préserver, conserver le caractère spécifique. Vitamkut asgulot amefuratot. Et s'approfondir davantage. Ça, s'il y en a plein qui n'ont pas compris, par exemple, Ben Gurion, on va tous s'habiller de couleur khaki, on sera tous pareils. Eh bien non, c'est une erreur. Il faut construire la richesse du peuple d'Israël avec les différences. De même, si on veut faire une critique au sein du monde Sfarad, c'est ce qu'a voulu faire le Rav Ovadia Yosef. Il y a des différences et d'autres dans le monde Sfarad. Il y a ceux qui viennent d'Afrique du Nord, ceux qui viennent de l'extrême Est, c'est-à-dire l'Irak, l'Iran, etc. Ils appartiennent, disons, au monde Sfarad, mais avec des nuances, avec des psychotes différentes, avec des minagim différents. Vient le Rav Ovadia Yosef, il dit élevons l'étendard de Rabbi Yosef Karo et alignons tous selon Rabbi Yosef Karo, parce qu'il faut construire une unité. Ce n'est pas une unité, c'est un uniformisme. Une unité se fait par l'addition des différences. Les Avdil, c'est la même erreur que Ben Gurion. Au contraire, les Marocains doivent regarder leur minag, les Tunisiens leur minag, les Algériens leur minag, les Iranais leur minag. Et nous sommes tous des frères. Et on s'aime tous.
Et on est prêt à prier dans la même synagogue s'il le faut. Et chacun chuchote différemment sa manière de prier, etc. Empli d'amour, en gardant les différences. Comme dans un corps, dans un organisme, il y a différents membres. On ne va pas dire pour faire un uniformisme de l'organisme, on va tous devenir un seul cœur, ou un seul cerveau, ou un seul pied. Non, il y a des oreilles, des orteils et toutes sortes de choses dans le corps. Et les différences construisent cet organisme. C'est ça la véritable approche que le Rav préconise ici. Au contraire, il faut garder la particularité. Mais Kanaout, tu ne peux pas te permettre, même si toi, en tant qu'Ashkenaz, tu dis, à vrai dire, moi, je m'en fous. Non, non, mais moi, je m'en fous pas. Si toi, tu t'en fous, ben, c'est moi qui va gueuler pour que dans cette synagogue, le rite Ashkenaz soit gardé. Donc, garder la particularité ce n'est que comme ça que sortira le véritable visage national de notre peuple. Kaloul Bahadaro, qui comprend dans sa splendeur, et c'est ça qui va donner une force active, une grande richesse, dans tous les différents chemins de la vie. Et seulement de cette manière sera reconstruit le peuple d'Israël, et d'être véritablement un peuple un et uni en Eretz Israël. À la lumière du Saint d'Israël et son délivreur. Donc, je viens de me rendre compte que j'ai un petit peu. C'est pas grave, Rav. dépassé. C'était très enrichissant. Toda. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Toda Rabba. Arabe